Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet de la mi-juin. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Beaucoup d'actions encore une fois et sans plus tarder, l'ordre du jour de ce balado. L'ordre du jour des sujets est une présentation de Lester, le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Au stade, devant la télé ou entre amis, rien ne bat le goût authentique de nos hot dogs et de notre smoke meat. Quelques lanceurs se sont illustrés au cours de la dernière semaine. Il y a des blessures qui font plus mal que d'autres. On va parler aussi d'évaluation défensive au cours de ce balado, ce que ça signifie. Et également, Marc, on va parler de quelques campagnes du baseball majeur, là, de retombées et de la ligne féminine qui va prendre son envol. Tout de suite, Marc, ce qui a fait jaser au cours de la dernière semaine, la performance époustouflante de Jacob Mezorowski contre les Phillies de Philadelphie. Un petit résumé. Un match complet, un coup sûr, pas de but sur balle, 15 retraits sur des prises, 21 balles dans tout le match. Il a fait ce qu'on appelle un Maddox, un match complet en bas de 100 lancés. Marc, ce qui est remarquable, moi j'ai jamais vu ça, 15 retraits sur des prises, ça prend un minimum de lancer pour retirer 15 frappeurs sur des prises, puis a réussi quand même un match complet en bas de 100 lancés. C'est remarquable. C'est phénoménal, Alain, parce que, tu sais, longtemps, on disait, par exemple, un frappeur de coup de circuit, ça vient avec des retraits sur des prises. Ouais. Un lanceur qui effectue beaucoup de retraits sur des prises, ça vient avec des buts sur balle. Ça a toujours été ça. Là, lui, il n'y en a pas de buts sur balle. 21 balles sur 27 retraits. Je veux dire, qui fait ça? C'est quoi, 57 lancés au-dessus de 100 000 à l'heure, du 103 000 à l'heure régulièrement. Regarde, on vit quelque chose d'extraordinaire. On vit un lanceur qui est hors norme. C'est difficile de penser que ce gars-là n'était pas un choix de première ronde en passant. Mais écoute, Alain, c'est du baseball majeur, là. Ce sont les Phillies de Philadelphie. Ouais. C'est une bonne attaque, là. Oui, il y a des retraits sur des prises avec les Phillies, mais c'est une bonne attaque. Mm-hmm. Écoute, même Bryce Harper, après le match, les gars disaient, regarde, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Il plaçait les balles là où il voulait. Un seul petit coup sûr de Schwarber, c'est tout. Regarde, moi, je trouve que c'est encore meilleur, même qu'un match sans point ni coup sûr. Tu sais, à la limite, là, Alain, je sais que mais c'est vraiment une prestation qui est complètement là, d'une domination que j'ai jamais vue. Moi, je trouve ça dangereux, pratiquement, Marc. Je vais le dire. Puis, je t'en ai déjà parlé. La hausse de la vélocité qu'on aperçoit depuis une trentaine d'années, Marc. Puis, tu le vois un petit peu, là, que l'attaque semble un peu à la baisse. Hein? Le MPP, avec la chaleur, ça n'a pas augmenté, sauf quand on joue à Las Vegas. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu comprends? Donc, il y a l'approche des frappeurs. Est-ce qu'il va falloir qu'on change à travers le baseball majeur, cette approche-là? Il y a quelques équipes qui se dirigent vers ça. Cleveland, je pense que c'est la plus spectaculaire. Tampa, on s'était débarrassé de tous ces frappeurs de puissance il y a quand même quelques années. Je ne sais pas, Marc. C'est pas trop inquiétant, mais est-ce que c'est cyclique? Est-ce qu'on va encore assister à une augmentation de la vélocité des tirs? C'est ça qui m'inquiète un peu. Oui, mais Alain, c'est pas d'hier que les gars lancent 102, 103, 105. Il y en a toujours un ou deux qui arrivent. Mais jamais on avait le contrôle que Mezorowski démontre. Fait que moi, la vélocité, c'est une chose. Je sais que lui veut se rendre à 104, 105 là, dans sa tête. Ben, écoute, mais je pense que ça, on l'a peut-être atteint. Là, la nouveauté, moi, je trouve, c'est le contrôle. C'est le contrôle qui vient avec cette vélocité-là. C'est ça qui est extraordinaire dans son cas. Dans le cas de Randy Johnson puis Nolan Ryan, on peut parler de, je pense, 2 références en la matière. Là. Dans les 2 cas, ça a pris 10 ans avant qu'ils maîtrisent leur tir. Tu le vois très bien, c'est rendu à 30 ans, pratiquement à la mi-trentaine, que ces gars-là ont maîtrisé leur tir en gardant un minimum de vélocité. Tu comprends?
Et dans le cas de Randy Johnson, c'est carrément ça. C'est Cy Young qui les a remportés quand il est passé 35 ans, la partie de 97-98. C'est là qu'il a commencé à dominer. Puis c'est la même chose pour Nolan Ryan. Mazeroski arrive, puis lui, il fait ça en début de carrière. Là. Ouais, écoute, c'est pour ça que tout ce qu'il fait est extraordinaire. À un jeune âge, d'être en mesure de faire ce qu'il fait. Bon, comme j'ai mentionné, c'était pas un choix. Donc, c'était pas un choix de première ronde. C'est un gars qui est allé dans les junior college. Donc, c'est pas depuis l'âge de 12 ans qu'il domine. Là. Je veux dire, il était très bon, mais il n'est pas passé par les grandes écoles. Il n'est pas passé. Ouais. Alors, je veux dire, de toute évidence, il est capable de s'ajuster, s'adapter, faire quelque chose, de travailler fort. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, tu as parlé tu as utilisé le mot peur. Moi, c'est l'opération de type Tommy John. C'est pas savoir, c'est pas savoir s'il va l'avoir, c'est savoir quand il va l'avoir. J'espère que non. Puis j'espère que s'il est capable de pousser la note comme il le fait, est-ce que peut-être que lui, il y a un entraînement qui est différent ou je sais pas, qui fait en sorte qu'il peut garder non seulement la vélocité. Parce que, écoute, à son 95e lancé, il lance encore au-dessus de 100 000 à l'heure. Et là, ses départs à tous les 5 jours, il n'en saute pas, il est capable de maintenir ça. On a peut-être trouvé une recette aussi, là, parce que, évidemment, on ne souhaite pas une opération, Alain. C'est clair qu'on ne souhaite pas une blessure de Mazeroski. Mais force est d'admettre que dans le baseball, quand tu vois un lanceur, puis tu sais, c'est un grand gars. En fait, il est grand, mais il n'est pas costaud. Là. C'est pas un gars qui... Fait que, c'est plate de se poser la question, mais la réalité, c'est qu'on espère simplement qu'on va toucher du bois là, pour qu'il puisse garder la santé. Parce que, honnêtement, le voir lancer à tous les 5 jours, c'est extraordinaire. S'il affronte encore les Dodgers en série de championnat cette année, ça ne se terminera pas en 4 pour les Dodgers si Mazeroski lance un des 4 matchs. En tout cas, imagine-toi un duel avec Yamamoto. Là. Ben, justement. L'attaque ne produira pas tant. Justement. Écoute, Yamamoto qui est venu à quelques lancers près, quelques frappeurs d'un match parfait, lui. Match parfait qui s'est arrêté sur une erreur, Marc. Ouais. Et là, c'est ça. Là, toi, tu te sentais mal pour Mookie Betts plus que pour Yamamoto pratiquement parce que, écoute, Betts, c'est un vétéran. Tu comprends? Puis c'est lui qui a arrêté cette séquence de frappeurs de suite retirés par Yamamoto. Tu te sens pas bien, Marc, quand tu es dans Non, tu te sens pas bien, c'est clair. Parce que, tu sais, lorsque tu as un lanceur qui lance un match parfait, match sans point ni coup sûr, bon, évidemment, si tu as la grande confiance en toi, tu veux la balle. Donne-moi la balle, je vais l'attraper, je vais faire le jeu pour lui. Mais il y a toujours ce petit côté craintif qui dit, bon, OK, il ne faut pas que je l'échappe, mettons. Là. C'est arrivé à Mookie Betts. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça prouve, c'est dur le baseball. Et c'est un sport d'erreur. Le baseball est un sport d'erreur, Alain. T'sais, au bâton, tu échoues 7 fois sur 10. Le lanceur qui en échappe une, puis finalement, le gars frappe un circuit. Le joueur en défense qui a mal contrôlé le bon, puis il a commis l'erreur. Il ne faut pas s'en faire. Mookie Betts, il se sent mal, il va se sentir mal pendant 15-20 minutes. Puis après ça, il faut qu'il mette ça de côté. Il y a un autre match le lendemain, il y a un autre jeu à faire, il y a un autre... Les meilleurs sont capables, Alain, de se tasser, de tasser ça. Je ne sais pas si les gens qui ont suivi la série Ted Lasso, mais Ted Lasso disait il faut penser comme un poisson rouge. Pourquoi? Parce que les poissons rouges n'ont pas de mémoire. Fait qu'il faut que tu oublies carrément ton erreur, oublies ton mauvais jeu, oublies ta mauvaise présence au bâton. Puis là, contrôle ce que tu peux contrôler. Alors, c'est sûr que c'est plate. Il va se sentir mal, même si c'est un vétéran. Mais, regarde, c'est un sport d'équipe. Un sport très individuel, mais c'est un sport d'équipe. Il a commis l'erreur, tape dans le dos, on se reprend. Parce que faut que tu dises une chose, c'est que Mookie Betts, il en a sauvé pas mal de coups sûrs, puis pas mal de jeux pour ses lanceurs. De temps en temps, c'est sûr que lui va commettre l'erreur. C'est juste que la commettre, avec 2 retraits en 8e manche, un match parfait. Il était peut-être pas, c'est plate à dire, il était peut-être pas malheureux de voir Yamamoto accorder un coup sûr plus tard dans le match. Marc, on va parler de blessures. Il y en a qui font plus mal que d'autres. Là, Pasquantino est blessé pour un petit bout. On peut parler aussi de Corey Seager, commotion. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il y en a d'autres aussi. À chaque semaine, il y en a des blessures. Et là, il y en a une qui va peut-être changer la dynamique de la course, une place aux séries, c'est José Ramirez. C'est le cœur de cette équipe-là. Il ne sera pas là pendant un petit bout, même s'il a tendance à revenir plus rapidement de ses blessures, mais une fracture, là, ça ne se guérit pas comme ça. Non, puis c'est pas un gars qui rate beaucoup de matchs. Hein? C'est un gars qui est toujours dans la formation. Puis, bon, ça ne cachera pas, Alain, c'est le cœur de l'équipe. Ben oui. Ça fait des années que c'est le cœur d'équipe. Là, on va tester, Alain, vraiment, je ne parle pas de profondeur, là, on va tester l'attitude des gars dans cette équipe-là. Là, on perd celui sur qui tout le monde se fie, tout le monde regarde, tout le monde canalise avec un gars de même. Là, il n'est pas là.
Fait que là, ça va être je te dirais, là, Alain, c'est le vrai test. Parce qu'on a une bonne saison, on lance bien, on fait les choses de la bonne façon. Mais l'attaque est toujours fragile. Puis là, tu perds ton gros morceau en attaque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est un très, très bon test pour les Guardians. Il se passe tellement de choses bizarres dans la Ligue américaine, entre autres cette année, là, écoute, j'espère que ça va permettre donc à des gars d'élever leur jeu d'un cran ou deux, puis de faire en sorte que la perte de Ramirez ne sera pas trop, faut pas trop sentir là, dans les prochaines semaines. Ouais. Et pour notre question de la semaine, on va revenir sur l'exploit de Meseroski. C'est maintenant le temps de la question de la semaine. Vous avez envie d'une bonne pizza? Pensez à Crabtree Pizzeria qui vous garde depuis 54 ans. C'est la meilleure pizza dans la Naudière. Pour découvrir nos 5 succursales, consultez crabtreepizzeria.com. On vous pose la question, amateur de baseball, vous situez où l'exploit de Meseroski? Je le rappelle, match d'un coup sûr, un Maddox, moins de 100 lancés, 15 retraits sur des prises, pas de but sur balle. Oui, puis vous pourrez ajouter 57 balles au-dessus de 100 000 $, c'est extraordinaire. Alors, vous comparez ça à quoi? Il y a des choix de réponse. Vous pouvez aussi inscrire votre comparaison si vous en avez, mais en tout cas, je pense qu'on ne verra pas ça de sitôt. Envoyez-nous vos commentaires donc sur notre page facebook.com/compte complet balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Cet été, vivez ou revivez la légende offerte par le Musée du baseball. Fernand Bédard, guichet à l'intérieur du stade de Trois-Rivières. 18 panneaux géants racontent la riche histoire du baseball à Trois-Rivières à partir des tout débuts, en 1884, en passant par l'arrivée des équipes professionnelles en 1922, les prouesses de Peter Gray, ce joueur manchot, de la vedette québécoise Jean-Pierre Roy, de la visite de Jackie Robinson, des clubs écoles des Dodgers, des Yankees, des Phillies et des Reds, jusqu'aux équipes de la Ligue frontière d'aujourd'hui. Notre mur de la renommée souligne le passage des grandes vedettes sur le terrain, ainsi que les bâtisseurs et les visiteurs de marque qui ont donné vie au stade. Évidemment, on y trouve des centaines d'artefacts qui nous rappellent les grands moments de ces joueurs qui ont fait vibrer nos gradins. Un coup de circuit dans le passé, un coup de foudre sur le terrain, une partie des Aigles de Trois-Rivières et une visite du musée du baseball Fernand Bédard. Voilà le programme double incontournable de votre été. Encouragez vos jeunes à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob au www.baseballbob.ca. Notre profil s'arrête sur Nick Kurtz des Aces de l'édition 2024 du repêchage. Marc, ça va passer pour un des meilleurs repêchages probablement dans 10 ans. On va en parler puis on va se dire « Oh, monsieur, il y avait du talent là-dedans. » Est-ce qu'il est rendu aussi intimidant que Jordan Alvarez? Ben, écoute, peut-être encore une coupe de croûte à manger, mais on n'est pas loin, Alain, parce que la puissance pure qu'il a, c'est assez impressionnant, même s'il a joué à Vegas puis à Sacramento. Là. Beaucoup de retraits sur des prises, on en a parlé un peu plus tôt, là, ça vient avec. Mais Alain, une puissance qui dérange. Là, ça dérange l'adversaire. Ouais. C'est impressionnant. 2024 repêchage, puis d'avoir cet impact-là, encore une fois, c'est vraiment impressionnant. Là, on va parler, Marc, du premier bulletin trimestriel défensif qu'on appelle en anglais le SDI. C'est pas une maladie, là. C'est SDI, c'est l'acronyme de Sabre Defensive Index, en français l'index défensif de Sabre. Sabre, qui est la Society for American Baseball Research. Pourquoi on s'y attarde? Marc, c'est un des critères pour décerner, depuis plusieurs années, pour décerner le Gant d'or. Donc, tu comprends qu'on y a accordé quand même une certaine importance. Tout de suite, on va voir les meneurs à chaque position dans la Ligue américaine. Donc, si je m'arrête à l'avant-champ, on a Pete Alonso au premier, au deuxième, et à l'arrière, Cole Young et Bobby Witt. Michael Garcia au troisième. Les trois voltigeurs, Cody Bellinger, Ceddanne Rafaela et Wheeler Abreu, deux gars des Red Sox. Comme receveur, Dylan Dingler, qui en plus frappe pas mal par les temps qui courent. Et Connolly Early, qu'on a justement vu ce dimanche. Et franchement, il a été très bon en défense, à défaut d'avoir été bon au monticule. Dans la Ligue nationale, maintenant, à l'avant-champ, dans les coins, on retrouve Matt Olson et Matt Chapman. Tiens, je vois pour la même équipe, il n'y a pas si longtemps. Exact. Dans le milieu de l'avant-champ, on retrouve J.J. Wetterholt, une recrue, et Joey Ortiz. Les trois voltigeurs de gauche à droite, Brandon Marsh,
Peter Armstrong, Seiya Suzuki, Luis Torrens comme receveur et Nolan McLean, donc une batterie des Mets de New York comme receveur et comme lanceur. Marc, la première chose que je vais te demander, là-dedans, est-ce qu'il y a des noms qui méritent qu'on s'y attende un petit peu, là, qui te surprennent? Là? Ben, écoute, premièrement, je suis content qu'on parle de ça, Alain, parce que, tu sais, on parle souvent, et je dirais même uniquement, de l'attaque d'un frappeur. Tu sais, il va autant de la renommer, ouais, mais il a-tu frappé? Tu sais, on parle rarement. Pourtant, le jeu défensif, je veux dire, est tellement important. Écoute, oui, il y en a. Moi, ce que je trouve ça rafraîchissant, c'est au deuxième but, dans les deux ligues. Deux recrues, deux gars qui arrivent. Ouais. Ce qui me surprend dans la nationale, c'est qu'on a réussi à déplacer, entre guillemets, Nico Horner, qui, pour moi, était selon moi, le meilleur deuxième but. On pourrait faire un cas de Bryce Terang, mais j'ai l'impression... Alors, ça c'est impressionnant. J.J. Weatherholt, ça veut dire qu'il est pas mal bon. Il fait pas juste frapper lui aussi. Ouais. Il est pas mal bon. Bon, il y a Ortiz à l'arrêt-court. Là, clairement, il est là pour son gant, hein, parce que c'est pas un gars qui frappe. On comprend pourquoi les Brewers l'utilisent à l'arrêt-court. Bon, alors voilà. Fait que ça, c'est intéressant. Les autres, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Je veux dire, je regarde les voltigeurs, tous des gars qui peuvent jouer au champ centre, là, que tu sois au champ droit ou au champ gauche. Des gars qui ont des bons bras, des gars qui ont des bons premiers pas, que j'aime parler souvent dans nos reportages. Ça fait une différence, parce que si tu as un bon premier pas, tu vas couvrir pas mal plus de terrain. Donc, ce que ça veut dire, bonne lecture de l'élan, bonne lecture. Tu sais, c'est pas juste d'avoir les bonnes mains et être bon en défense. Il faut être capable de couvrir du terrain. Il faut être capable de se déplacer. Puis moi, ce que j'aime avec ce système-là, c'est qu'on tout est calculé, là, si tu veux. Là, tout est mis en considération. Fait que quand tu as un bon receveur, c'est sûr qu'on va regarder le cadrage, et ça, mais beaucoup de lancers au deuxième, son efficacité de retirer des coureurs. Ouais. Mais si tu parles d'un joueur à l'avant-champ, c'est le terrain qui est capable de couvrir. C'est des pieds en mouvement, c'est des bons athlètes, c'est des gars qui ont des bons bras. Donc, je suis content qu'on puisse au moins les valoriser puis sentir que, OK, ben Ortiz, il frappe pas. Oui, mais il attrape tout à l'arrêt-court. Lui, dans le fond, là, il frappe peut-être pas tant de coups sûrs, mais il sauve tellement de points par son équipe qu'il devient donc drôlement efficace. Alors, Marc, si tu en retires 15 par match sur des prises, tu as peut-être besoin moins d'une contribution en défense, mais Zurowski ne lance pas tous les jours avec les Brewers. Oui, exact. Mais je trouve ça bien, Alain, parce qu'il y a des noms qui reviennent. Bon, je pense que Chapman a vraiment pris le dessus au troisième sur Machado, même si Machado reste encore un très bon joueur de troisième. Ou Arenado, exact. Les gars vieillissent un peu, puis tout ça. Alors, Chapman joue encore du très bon. Pete Alonso, Alain. Souvent, on disait qu'Alonso était seulement le gars. Tu as souvent mentionné que son jeu en défense était mésestimé. C'est pas que tu le trouvais très bon, mais tu dis qu'il n'est pas si mauvais que ça. Exact. Quand il est avec les Mets, tu l'as souligné quelquefois. Moi, je trouve que c'est un gars qui va aller, ce qu'on appelle scooper la balle. Donc, rappelle-toi, souvent les premiers buts, on peut les surnommer scoop, parce qu'on va chercher le courbon. Il fait les choses correctement. C'est sûr, des fois, il commet des erreurs, puis il a l'air un peu fou. Puis bon. Mais moi, je trouve que, bon an, mal an, ce gars-là fait du bon travail. Je pensais pas qu'il était aussi efficace. Content de le voir qu'il l'est. Mais c'est un nom qui m'a quand même surpris sur la liste. Les Blue Jays, dans l'ensemble, c'est moins bon que l'année passée. C'est pas compliqué, là. Puis, je pense qu'on peut même le constater. Valenzuela, par contre, fait de l'excellent travail selon cet index. Et on l'a gardé, d'ailleurs. Ouais. La semaine passée, on se demandait ce qui était pour arriver. On n'est pas surpris. C'est Heinemann qui est up. Kirk revient. Puis, regarde, je pense que Valenzuela va avoir plus de temps de jeu qu'on le pense. Ben, écoute, moi, je regarde. C'est sûr qu'il y a toujours un risque lorsque tu mets un receveur, bon, évidemment, derrière marbre, et l'autre qui ne joue pas comme frappeur de choix. Ouais. Il y a toujours un petit risque parce que, bon. Mais il va falloir que les Blue Jays le fassent, Alain. Là, Springer ne frappe pas du tout. Vlad, blessure au bas du dos actuellement, on ne sait pas ce que ça va donner. Fait que ça te prend tout l'aide possible en attaque. Et ce que je veux dire par là, c'est que si Kirk est receveur, moi, je mettrais Valenzuela dans la formation quand même comme frappeur et vice-versa. Contre les droitiers. Oui, parce que je veux que, pour qu'il se développe, puis on en a parlé aussi la dernière fois, pour qu'un jeune se développe, Alain, il ne peut pas jouer une fois par semaine. Il faut qu'il joue un petit peu plus que ça. Kirk a un contrat à long terme. Fait que, les deux, il va falloir qu'ils jouent. Il va falloir trouver une manière de trouver un équilibre. Mais moi, je pense que si tu mets Valenzuela derrière le marbre, je sais que Kirk est très bon aussi en défense, mais tu n'es pas perdant. Oui, c'est ça. Et peut-être que Kirk peut être un meilleur frappeur s'il n'est pas le travail exigeant de receveur constamment. Fait que je pense qu'il y a moyen de trouver une espèce d'hybride là, qui va faire en sorte que les deux peuvent avoir du temps de jeu derrière le marbre, mais on a besoin de leur coup de bâton.
Scherzer, Marc, je trouve ça inquiétant. Là, écoute, on sait qu'il en reste moins qu'il en restait, là, mais qu'est-ce qui reste dans le réservoir? Là? Il reste pas grand-chose. C'est ça. Bien, Hein? tu sais, je l'adore comme compétiteur, Ouais. Alain, mais là, ça prend un gars, dans le rôle de Scherzer, ça prend un gars qui lance des manches. Va manger des manches. Va chercher des manches, évidemment de qualité, là, mais, mais tu sais, on te demande pas de retirer tout le monde puis d'avoir moyen de probabilité de 1, là. Mais ça prend des manches. Il donne pas tant de manches, Non. puis il donne pas mal de points dans les manches qu'il C'est a. ça. Tu sais. Fait que on est peut-être rendu là à la fin du règne. Je sais pas, lorsque Bieber sera prêt à revenir, il y a une couple de gars qui s'en viennent. À un moment donné, il va y avoir des décisions à prendre, mais je ne serais pas surpris que ce soit éventuellement Scherzer qui est Ouais, on était prêt à accepter 20 départs, 5 Ouais. manches, mais on n'a même pas ça, puis c'est pas des manches de qualité. Non, exact. Marc, je veux revenir sur l'index défensif de Sabres, là, parce qu'il y a une équipe qui se détache dans la mauvaise direction, puis c'est pas surprenant. Les Phillies. Écoute, les 4 joueurs à l'avant-champ font partie des pires joueurs. On a Brandon Marsh qui va très bien à gauche. Même Crawford au champ centre, il est rapide. Mais rappelle-toi, Carl Crawford, il ne jouait pas au champ centre, là, même s'il était très rapide. T'as l'impression que c'est le miroir de son père. Ouais. Il y a Real Muto qui va bien, mais à l'avant-champ, Turner va pas bien. Stott, c'est le pire deuxième but de la nationale. Harper, ça a baissé. Baum, ça n'a jamais été un gant d'or. Et Turner. Turner, on le savait dès le départ. Là. Je veux dire, Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant, Alain, ça veut parce dire que les que. lanceurs des Phillies sont très, très bons. Ils sont très, très bons. Puis, je veux dire, c'est un aspect, Alain, qu'il va falloir surveiller. Si les Phillies veulent rester dans la course pour une place en série puis d'aller à loin en série, ça, il ne faut pas négliger cet aspect-là du baseball. Puis on va le ressentir. Écoute, c'est quand même des chiffres qui ne mentent pas. Là. C'est surprenant. C'est la pire défense à l'avant-champ de loin de tout le baseball. Puis il y a des positions clés en plus. Le champ centre puis le milieu de l'avant-champ. Il va falloir frapper. C'est pas compliqué. Il faut compenser, lancer et là. frapper parce qu'il ne faut pas se fier à notre défense là-dessus. Puis je pense que là, il va falloir. En tout cas, espérons qu'il y ait un changement du côté des Phillies à ce niveau-là. Bon, je me croise les doigts, mais ça va prendre des points. La carte de baseball de la semaine est une présentation de card-dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives, avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. Juan Marichal est la carte de la semaine de 1964 de la série Topps Stand-Up. Une carte presque vintage, même de ces années-là, qui pourrait nous ramener aux années 1950, fond vert et jaune. Puis une fois pliée, ça permet de faire tenir la photo en silhouette du joueur debout. C'est comme une figurine et on pourrait qualifier cette carte-là comme l'ancêtre des bobbleheads, dans le fond. Donc, Marichal qui a joué dans les années 60, il y avait une grosse rivalité entre lui et Sandy Koufax. Don Drysdale également, c'est un lanceur qui n'avait pas peur de lancer à l'intérieur, d'ailleurs, au cœur d'une des plus violentes bagarres. En fait, il avait asséné un coup de bâton sur la tête du receveur des Dodgers alors qu'il était au bâton. Le receveur étant Johnny Rosborough des Dodgers. Ça se passait en 1965. L'horaire des matchs télévisés à RDS est une présentation de Lester, maître des hot dogs et du smoked meat depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue ou un simple festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Nous vous présentons 3 matchs cette semaine, les 3 présentés à RDS 2 ce lundi. Excellente occasion de voir Otto Lopez et les Marlins de Miami à Philadelphie contre les Phillies. C'est à 18h30 que ce match vous est présenté. Mercredi, une belle occasion de voir cette jeune équipe dynamique des White Sox de Chicago, la plus belle surprise du baseball majeur, face aux Yankees à New York. Match présenté à 19h. Et dimanche, on verra les Mets de New York contre les Phillies à Philadelphie, comme à l'habitude, le dimanche à 19h. Merci à notre partenaire principal, Plan de match, boutique de baseball à Boucherville, incluant cage de frappeurs et cours privés. Également une deuxième adresse à Jonquière. Visitez leur boutique en ligne à boutiqueplanmatch.com. On va retrouver Jean-Michel Arsenault pour la partie web de ce balado. 2 sujets. On va commencer par la Ligue professionnelle féminine. Jean-Michel, écoute, c'est une bonne occasion de tenter des choses et d'innover. T'as jeté un petit coup d'œil sur ce qu'on pourrait voir dans cette ligue. Oui, absolument. Simple petit rappel, la Ligue commence le 1er août prochain à Springfield, en Illinois. Tous les matchs vont être joués là-bas. Il y a 4 équipes. Puis je veux juste commencer en soulignant, là, on a quand même 20 Canadiennes
mais 5 Québécoises aussi, là, Andréane Leblanc, Maïka Dumais, Ella D. Bédard, Élodie Clamaro et Sarah Beaulieu. Donc, juste un highlight quand même bon, 20 sur 120 joueuses sélectionnées au Canada. Là, c'est pas le même ratio que chez les gars dans la Major League, on aura bien remarqué. Puis c'est la première fois qu'il y a une ligue de baseball féminine professionnelle qui revient depuis, là c'est un très long nom, là, la All-American Girls Professional Baseball League, qu'on a connue dans le film A League of Their Own. Fait que c'est la première fois que ça revient. Puis tu as tout à fait raison, Alain. Il voit la Ligue vraiment comme un incubateur, un laboratoire. Puis pour décider, quand on lance dans une nouvelle ligue comme ça, les ligues émergentes essayent souvent de mettre le focus sur tout à la fois pour faire un succès, mais des activités qu'ils possèdent, des employés qui embauchent. Puis c'est pas toujours un gage de succès. Et dans ce cas-ci, ce qui est très intéressant, c'est que la Ligue a décidé vraiment de focusser sur le produit. Puis pour tout ce qui est les opérations, la billetterie, le marketing, tout ça, ils ont embauché GSE Worldwide, qui est dans le fond une grosse agence. Ils se décident comme une agence de production, une agence de publicité marketing, pour les aider avec ce côté-là. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce qu'ils sont habitués, c'est des gens qui travaillent avec beaucoup de ligues et beaucoup d'équipes sportives. Fait que c'est des gens que tu sais que tu peux déjà avoir vraiment des gens de qualité dès le début. Jusqu'à présent, la billetterie, ça semble très bien aller. On n'a pas trouvé l'information sur le nombre de billets vendus, mais on sait qu'il y a des matchs qui sont déjà là, à guichet fermé. Tous les matchs, on le rappelle, là, ont lieu à Springfield, en Illinois. Fait que c'est sûr que ça amène une composante qui est très intéressante dans la mesure où quand tu te lances une ligue comme ça, t'as beaucoup d'embauches à faire, puis t'as beaucoup d'actions à faire dans un court laps de temps. De focusser sur le produit pour une ligue comme ça, je pense que c'était vraiment la meilleure chose que les gens pouvaient faire, s'entourer de gens qui connaissent vraiment ça, puis de le voir comme un laboratoire. Parce que souvent, le premier réflexe que des entrepreneurs ont là, dans les ligues émergentes, c'est de se dire « Ouais, mais il faut que je contrôle mon produit, il faut que je contrôle mon équipe. » Mais c'est une ligue qui dure pendant 2 mois, puis tu reviens l'année prochaine avec un calendrier vraiment extensionné. Donc, ça te permet cette année de voir ce qui a bien été, puis de voir peut-être un petit peu les lacunes, puis t'ajuster, puis trouver les bonnes personnes pour l'année prochaine. Donc, je trouve que c'était vraiment une approche qui était très, 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 très optimale. Puis les filles sont bonnes, Jean-Michel. Au Québec, on a maintenant l'ABC féminin, donc les filles qui s'entraînent à l'année pratiquement dans la région de Trois-Rivières. Donc, pas surprenant de voir qu'il y a autant de Québécoises qui vont y participer. Le baseball est un sport aussi de finesse à quelque part, donc c'est du très bon calibre. Les filles lancent bien, les filles frappent, les filles courent, les filles attrapent. On est loin de la Ligue de League of Their Own en petite jupette. Là. On n'est plus là, les gars. Là. C'est vraiment... Les filles sont excellentes. Puis moi, je pense que les gens vont être surpris du calibre de jeu, là, du spectacle offert. Oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai hâte de voir ça. Deuxième nouvelle cette semaine, en fait, c'est un petit retour sur le Play Ball Weekend de la MLB qui a eu lieu du 5 au 7 juin dernier. C'est des activités qui ont eu lieu sur tous les continents, plus de 200 événements hors des matchs qui ont été faits. Il y a les 30 clubs de la Major League, les 120 ligues du baseball affilié, 61 ligues partenaires, un peu partout dans le monde. Moi, ce que j'aime quand je vois cette initiative-là, c'est que la Major League, avec cette initiative-là, vont chercher 2 angles d'attaque. Ils vont chercher une internationalisation du marché, mais en même temps qu'ils font ça, ils vont chercher des jeunes aussi. Fait que c'est sûr que ça vient donner une bonne vibe à aller chercher. Écoutez, 60 000 ensembles Franklin Play Ball ont été donnés à des jeunes pendant cette fin de semaine-là à différents endroits. Il y a un effort logistique majeur qui a été fait pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très adapté. D'année en année, ce week-end-là, ça devient de plus en plus gros. Puis là, bien sûr, qui ont l'application pour voir les matchs là, de Major League Baseball, il y avait vraiment des spotlights qui étaient faits sur les différentes initiatives à ce moment-là. C'était quelque chose qui était
très, très, très intéressant. Puis d'aller chercher les jeunes de 6 à 12 ans, c'est toujours bon pour le sport, puis les habituer à suivre ça. Il y a des porte-paroles intéressants, là, si je ne m'abuse. Là, Bobby Witt Jr., entre autres. Là, les gars s'impliquent. Les gars des Ligues majeures s'impliquent aussi beaucoup là-dedans, Jean-Michel. Absolument. Beaucoup de joueurs des Ligues majeures. Il y a des anciens qui s'impliquent. Il y a des maires de ville qui amenaient vraiment le staff au complet. Il y a eu vraiment énormément d'expertise qui a été mis autour de cette fin de semaine-là. Puis ce qui était, je pense, vraiment intéressant dans ce cas-là, c'était de réaliser à quel point, tu sais, on l'entend souvent parler, que ce soit dans le baseball majeur, dans le baseball mineur, s'impliquer dans la communauté, tu peux pas vraiment te tromper. Puis je veux dire, une année que le produit est moins bon, ben tu sais que tu vas avoir ton monde qui vont y aller, mais je trouve que le baseball réussit vraiment bien à les renouveler. Tu sais, on entend souvent amener ses enfants voir un match de baseball. C'est quand même quelque chose qui est le fun. Mais quand on réussit à mettre un gant de baseball, une balle, puis on les fait jouer, là, ben au-delà de les amener puis avoir un intérêt pour le sport puis aller le voir, ben c'est sûr que la pratique chez les jeunes, ben ça reste quand même vraiment le nerf de la guerre. Puis je pense que la Major League a vraiment bien réussi ça. Écoute, il y avait des initiatives en Thaïlande, en Australie. Là, j'ai regardé beaucoup là, sur d'autres continents en Europe. Il y avait un paquet d'initiatives aussi. Tu sais, c'est pas des milieux nécessairement toujours très naturels pour la Major League, mais c'est le fun de voir qu'ils commencent à être très actifs là-bas. Ça fait partie, ça, de la philosophie de Rob Manfred d'internationaliser. Pour lui, là, c'est crucial. C'est pour ça qu'il veut avoir les meilleurs aux Olympiques en 2028. Là. Les joueurs le veulent aussi. Moi, je suis optimiste pour 2028. 2027, là, c'est autre chose, mais pour 2028, je pense que autant les joueurs que tout le monde associé au baseball le veulent. Et dans le cas de Manfred, il en fait une priorité. Et c'est pour ça que le nom de Montréal revient souvent quand on parle d'expansion, de déménagement. Manfred aimerait ça avoir un club à Montréal. Tu as une culture qui est complètement différente. Il en est très conscient. Ce serait une porte d'entrée pour l'Europe, pour certains pays. Donc, ce que tu racontes, là, l'entrée du baseball majeur, sa participation à des événements comme ça, ça entre dans ce que veut faire à long terme Rob Manfred. Il ne veut pas se limiter là, aux pays où le baseball est déjà très populaire. Exact. Puis tu sais, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un enfant qui joue au baseball, ça va devenir un meilleur fan qu'un enfant qui fait juste le regarder? Je pense que là, à un moment donné, il y a différents types de partisans, mais moi, si on implante la pratique du sport, ben c'est sûr que c'est un niveau d'engagement qui est probablement plus élevé que juste de le suivre à la télévision, puis de regarder d'autres choses. Tu sais, dans les médias en ce moment, avec les médias sociaux, avec les réseaux de diffusion, tout ça, les plateformes numériques comme Amazon ou Netflix ou celle d'Apple, c'est une guerre d'attention. C'est vraiment une guerre d'attention. Puis là, si on réussit à mettre ce sport-là en pratique chez les jeunes, ben c'est le niveau d'engagement suprême que tu es capable d'aller faire. Fait que je trouve que la Major League Baseball investisse énormément dans ça. Ça a tellement de l'air du jeu de base, mais il y a tellement de ligues qui le font pas en ce moment. Ouais. Fait que je pense qu'il fallait, c'était une bonne idée de souligner ça, puis on en reparlera chaque année là, de ce week-end-là, comment ça grandit. Puis tu sais, bien partir des jeunes, c'est un sport qui n'est pas facile. Mais tu sais, frapper une balle puis de la voir partir à une certaine distance, il y a comme un espèce de sentiment là-dedans qui vient chercher les jeunes. Puis ce qui est le fun avec le baseball, messieurs, c'est que tu sais, tu peux être grand, petit, tu peux être un peu plus costaud, moins costaud. Il y a une place pour toi. Tu peux être un petit rapide, puis ça va profiter au baseball. Tu peux être un gars qui est lent, mais qui est fort. Ben, il y a une place pour toi aussi. Fait que ça, c'est ce qui fait que je pense que le baseball peut vraiment réunir un paquet de jeunes différents, de différentes qui proviennent de différents endroits. Fait que c'est très rassembleur à ce niveau-là. Absolument. Puis, écoute, je pense...
dis pas que le baseball majeur pourrait prendre exemple de la Fédération québécoise, mais on pourrait s'inspirer de certaines choses qui se font parce qu'on a fait un excellent travail au sein de la Fédération au fil des années là, pour augmenter une participation là, qui, disons-le, il y a une vingtaine d'années, n'était pas ce qu'elle est là. Et d'ailleurs, on parlait de baseball féminin tantôt. Tu sais, le baseball féminin au Québec, là, c'est 5, 6, bientôt 7 000 filles qui jouent. Là. Alors, les chiffres de baseball Québec, où on revient avec les meilleures années de baseball au Québec dans les années 80 à 46, 47 000, on s'approche de ça en raison, en grande partie, aux filles qui s'inscrivent et qui ont pas mal de fun à jouer à ce sport. Il faut dynamiser un peu la participation des jeunes. Puis le baseball majeur, dans ce sens-là, a fait du bon travail. Ouais. Puis je pense même à l'intérieur des villes, on donne souvent en exemple ce qui s'est passé à Atlanta, Marc, et en Géorgie, c'est assez clair qu'il y a quelqu'un qui a fait du sabre et bon travail en Géorgie quand on regarde le paquet de jeunes là, qui viennent justement de cet État en raison des efforts du baseball majeur. Jean-Michel, merci beaucoup pour ta participation. Ouais. On se reparle la semaine prochaine. Quant à ce balado, eh bien, nous, on espère que cela vous plaît. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On va s'approcher de la date limite de transaction, Marc. Oui, puis non seulement ça, puis je veux juste rappeler, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais Dayton Lachance a commencé son tournoi. Son équipe s'est qualifiée pour la Série mondiale des collèges américains. On le suit de près. Il a frappé un gros circuit dans le premier match. Alors, toujours le fun, si les gens veulent suivre ça, là, la Série mondiale des collèges américains, c'est vraiment du très, très bon baseball. Puis comme on l'a dit tantôt, les Nick Kurtz de ce monde et tout ça, qui ont été repêchés en 2024, repêchage qui s'en vient, fait qu'il y a des noms qu'on va entendre dans les prochaines semaines. Il reste 8 équipes. Hein, il reste 8 équipes. Ça se fait toujours au même endroit. À Omaha. À Omaha, au Nebraska. C'est la crème des équipes qu'il y a là. Il y en a certaines favorites qui sont tombées au combat. Ça arrive, Marc. Il n'y a pas d'automatisme. Non. Non, d'ailleurs, c'est très varié, hein, même s'il y a des plus gros programmes de NCAA, il y a des surprises à chaque année. Mais avec le repêchage qui s'en vient, vous comprendrez que c'est extrêmement suivi parce que là, il y a des choix importants à faire pour les équipes là, pour le mois de juillet. Et juste une chance qu'on a changé la date du repêchage. Ça, c'est une des bonnes décisions de baseball majeur parce que quand on avait le repêchage avant ce tournoi-là, il y a des jeunes qui n'étaient pas repêchés, disons-le, le niveau de motivation, malheureusement, n'était pas au niveau où il aurait dû être pour un tournoi de cette envergure-là. Donc, puis d'autres qui étaient repêchés plus tôt, qui n'avaient pas la tête non plus au tournoi parce qu'ils voyaient évidemment leur futur, évidemment, presque assuré. Merci beaucoup, Marc, et merci de nous regarder. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bon baseball. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.